Bonjour Dominique Turc. Donc je vais faire une 4e vidéo avec vous et on a décidé ensemble de parler de l'Allemagne et d'une expérience très particulière que vous avez vécue en Allemagne. Et en fait, une grande compagnie allemande, une des plus connues, une des plus emblématiques de l'Allemagne, on peut le dire, qui est dans une ville, et dans cette ville, il y a du chômage. Et donc, elle va vous demander une étude, comment réduire le chômage dans cette ville, parce qu'en quelque sorte, elle se sent un peu concernée en tant que partie prenante de cette ville, de comment réduire le chômage. Et vous me disiez au déjeuner que finalement, vous découvrez alors que c'est contre-intuitif, et que vous trouvez une solution, mais qui va à l'encontre des idées premières qu'on pourrait avoir sur le chômage. Alors, merci de nous expliquer un peu le contexte de cette étude et comment vous arrivez à une conclusion contre-intuitive que vous nous allez nous révéler et qui est très intéressant pour les Hauts-de-France qui connaissent aussi un problème de chômage. Bon, c'est intéressant pour toute région qui connaît un problème de chômage. En fait, le contexte, c'est la fin des années 90, donc grande ville allemande avec plus ou moins mono-employeurs, très grande entreprise d'automobile. Et on m'avait demandé de faire cette étude, j'étais encore chez McKinsey à l'époque, parce que je parlais allemand, je connaissais bien l'industrie automobile, et je m'intéressais beaucoup à la logique de développement des talents. Donc j'avais à peu près les profils qu'il fallait pour ça. Bien. Donc on regarde comment est-ce qu'on peut créer des emplois, parce que c'était ça l'idée. Et au départ, on ne savait pas très bien par quel bout prendre cette chose-là. Donc la première chose qu'on fait, comme toujours dans les analyses, on regarde qui sont les chômeurs. C'est quoi la structure des chômeurs? Et là, on découvre qu'une partie très importante des chômeurs sont des gens avec très peu de qualifications. Et comme beaucoup d'endroits aujourd'hui. Comme beaucoup d'endroits aujourd'hui, et on n'avait pas encore l'intelligence artificielle, etc. à l'époque, il y avait pas mal de robotisation déjà. Mais donc la question, c'est comment finalement faire créer des activités qui vont utiliser des gens à faible savoir-faire. Et la réponse, quelque part, complètement contre-intuitive, elle est de dire, faisons venir des gens dans la ville. Donc, vous voyez, une ville à fort taux de chômeurs, on fait venir des gens qui ont des savoir-faire et qui vont donc créer des activités où ils vont utiliser ceux qui ont moins de savoir-faire. Donc ça, c'était la... Augmentons l'immigration. Augmentons l'immigration de gens qualifiés. Pour résoudre le chômage. Mais, attention, une immigration choisie. Oui, je ne veux pas faire de politique, on reste en économique. Augmentons le nombre de gens à forte qualification dont les activités qu'ils vont créer vont effectivement utiliser du personnel qui n'a pas encore, parce qu'on peut aussi penser à la formation, mais qui n'a pas encore les bonnes qualifications. Ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que par rapport à l'habituelle réponse, qui est de dire on va former ces gens-là, là, c'était de se dire quel est le moyen d'utiliser aujourd'hui ces gens-là, même si évidemment il faut les former aussi, les utiliser aujourd'hui. Et là, du coup, on a regardé les industries qui ont un effet de levier important. C'est-à-dire où... Au niveau de l'emploi. Au niveau de l'emploi. Non, au niveau de levier, oui. Un effet de levier important en tant qu'entreprise ou qu'industrie pour que peu de cadres utilisent beaucoup de personnel. C'est ça que j'appelle l'effet de levier ici. Voilà. Bon. C'est pas l'effet de levier financier, en l'occurrence. Voilà, c'est pas du tout l'effet de levier financier, c'est l'effet de levier de savoir-faire social. Et en fait, l'industrie qui a l'un des plus forts effets de levier, c'est le tourisme, restauration, hôtellerie. Et donc, l'un des projets, on en a fait plusieurs, mais celui-là était pour moi le plus intéressant, était de créer un parc d'attractions qui allait créer effectivement beaucoup d'emplois de base, entre guillemets, avec relativement peu de dirigeants. Surtout qu'en même temps, si vous réussissez à faire venir les gens dans un parc d'attractions pour 2 jours, ils vont donc passer une nuit à l'hôtel, ce qui veut dire restauration, hôtellerie, etc. Et en fait, on s'aperçoit que l'effet de levier est considérable. Faire venir quelques cadres, ça vous permet d'employer beaucoup de personnes, sans compter l'investissement financier qui est fait dans les hôtels, etc. Et ça, c'était vraiment intéressant parce qu'on était parti d'une réflexion qui était automobile et on est arrivé avec une réflexion complètement transversale qui est tourisme, loisirs, restauration, hôtellerie. Mais malgré tout, à la fin... Vous me disiez que vous étiez retombé sur vos pieds d'une certaine manière avec l'automobile parce que le parc en question, le parc d'attractions tournait autour de l'automobile. Alors, on avait de la chance parce qu'effectivement, le parc est un parc autour de l'automobile. Bon, première chance.
Et là, comme le client qui payait l'étude, effectivement, est une grande société d'automobile, ça le servait, c'était très bien, c'est parfait. Alors c'est quoi un parc d'attractions qui tourne autour de l'automobile? Vous installez des cartes partout ou comment? Ah ben, vous voyez, vous montrez des modèles, vous avez des pavillons par marque, c'est une grande maison allemande qui a beaucoup de marques, donc on peut faire un très beau, il est très beau, je vous conseille d'y aller, très beau parc d'attractions automobiles. Et l'autre chance, en fait, qu'on avait sur ce projet-là, c'est que les Allemands, culturellement, aiment bien aller chercher leur voiture à l'usine. Ce qui ne se fait pas du tout en France. En France, on va chercher sa voiture chez le concessionnaire. Non, là-bas, on va la chercher à l'usine. Et du coup, que les gens venaient dans la ville, passaient une nuit à l'hôtel, passaient une nuit au parc d'attractions, passaient encore une nuit à l'hôtel et allaient chercher leur voiture. Et après, ils repartaient émerveillés parce que toute leur voiture n'était plus une voiture, c'était un moment de rêve qu'ils avaient vécu dans leur vie, dans le parc d'attractions, et ils partaient avec leur voiture comme une bulle qui allait les maintenir tout au long de la vie, dans le rêve d'une certaine manière. Oui, tout à fait. Ils partaient avec un peu de rêve, ils partaient en même temps avec une image de marque de l'entreprise qui était extraordinaire, puisqu'ils avaient acheté une voiture de l'une des marques, principalement la plus grande ici, mais ils voyaient que ce groupe était un groupe mondial, avec pas mal de marques, etc. Donc, en termes de marketing, c'était du win, en termes d'emploi, c'était du win, en termes de dynamique de la ville, c'était du win, donc on avait un win-win-win. Évidemment, on ne peut pas faire ça partout. Oui. Mais alors là, vous touchez à un point qui est très intéressant dans les écosystèmes innovants, c'est la culture. Évidemment, c'était très lié à la culture allemande et à un pays où la voiture est quasiment un objet religieux. Oui, il faut reconnaître que la culture allemande, on a eu de la chance avec ce projet-là. Mais ce que je crois, à mon avis, ce qu'il faut retenir, c'est cette espèce de vision transversale. C'est pas parce qu'on a une région qui avait telle industrie qu'il faut créer des emplois dans telle industrie. Peut-être trouver autre chose. Bon, ça, c'est la première vision. Plus cette notion d'effet de levier. Ça, c'est la deuxième grande leçon. Et effectivement, il faut imaginer quelle est l'industrie qui, dans un domaine donné, je n'ai pas regardé la région nord dans ce sens, mais quelle est l'industrie qui, ici, pourrait redonner une sorte de dynamisme pour employer des gens qui, aujourd'hui, n'ont pas les savoir-faire. Et j'insiste sur cette notion de aujourd'hui, parce que je ne sous-estime pas l'autre dimension qui est la montée en savoir-faire, mais il ne faut pas oublier que la formation, ça prend du temps. Oui, tout à fait. Ça prend entre 3 mois et 5 ans, selon les savoir-faire qu'on veut acquérir. Donc c'est plus ou moins long. Oui, puis c'est aléatoire, parce que certaines personnes acquièrent ce savoir-faire et d'autres n'arrivent pas à intégrer les connaissances. Et donc il y a aussi un effet, un facteur il y a de la perte en ligne, comme on dit dans l'industrie. Oui, sans aucun doute. J'ai plutôt tendance à ne pas m'appesantir sur ce point-là. Je pense que l'acquisition des savoir-faire ou la non-acquisition de savoir-faire ne dépend pas que de celui qui reçoit. Autrement dit, nous avons un gros travail à faire sur comment mieux faire passer des savoir-faire, mieux adapter des techniques d'apprentissage au savoir-faire de départ des gens. Et non pas simplement se dire je vais mettre les gens dans une formation et ils vont savoir ça ou ça. Non. Est-ce que cette formation leur correspond? Est-ce que, si ça ne leur correspond pas, qu'est-ce que je peux voir comme autre type, autre modèle d'apprentissage pour qu'ils puissent avoir à la fin les savoir-faire dont ils auront besoin? Est-ce que vous aviez pu, pendant ces 2 années en Allemagne, identifier pourquoi l'automobile dans la culture allemande a pris cette place très importante, à la fois en tant que produit d'export, mais à la fois en tant qu'objet de représentation quotidienne, dans le sens qu'un Allemand donne à sa vie, la voiture me semble extrêmement importante. Je crois que je n'ai pas vu tellement de pays où elle avait une telle importance. Et du coup, effectivement, ils arrivent à fabriquer des très bonnes voitures. Mais pourquoi ça a pris cette importance dans la culture allemande? De manière très différente de la culture américaine, qui, bien sûr, dans la culture américaine, la voiture est très importante, mais je trouve que dans la culture américaine, c'est plus utilitaire, c'est lié à l'espace. En Allemagne, on sent vraiment que c'est un objet de culte. J'ai beau avoir une formation de sociologie, je n'ai pas regardé la sociologie allemande sous cet angle-là. Donc je vais répondre, mais c'est peut-être une réponse un peu café du commerce. Bon. Il me semble qu'il y a dans la culture allemande deux dimensions particulières. Une, c'est le perfectionnisme, l'autre, c'est l'amour de la mécanique.
Et l'automobile, elle réunit les deux. Réunit bien ces deux choses-là. Et donc, les Allemands aiment l'automobile, à la fois parce que c'est peut-être un symbole social, un symbole de mouvement, quoi qu'il en soit, mais aussi parce que c'est un objet technologique. Et un objet technologique qu'on ne peut réussir à faire bien que si on est perfectionniste. Donc ça, je le sens bien, et paradoxalement, j'ai habité plusieurs années à Milwaukee, aux États-Unis, qui est une forte colonie allemande à l'origine. Beaucoup d'Allemands étaient venus s'installer dans cette région. Et c'est pas un hasard si on y trouve pas mal d'industries aéronautiques et Harley-Davidson. On y trouve beaucoup d'industries mécaniques. Parce qu'en fait, ces Allemands qui sont arrivés là ont amené une culture de la mécanique bien faite. Et ça, je pense que c'est un savoir-faire qui est un peu différent d'une autre, dans la mesure où, en France aussi, on adore la mécanique, on adore la technologie, mais on est peut-être moins perfectionniste sur la grande série. Alors que les Allemands sont très perfectionnistes sur la grande série. Nous, on est plutôt perfectionnistes sur le progrès technologique. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, je m'arrête là parce que j'ai peur que ce soit trop café du commerce. Je n'ai pas fait d'études approfondies sur ce sujet. C'est très intéressant et ça regroupe beaucoup d'aspects que j'ai observés effectivement là-bas. Merci beaucoup, Dominique Turc. Et donc, je renvoie les auditeurs aussi à vos livres, hein, et puis à votre blog surtout, où vous partagez beaucoup de vos recherches actuelles, passées, aussi, un peu l'histoire de toutes vos recherches actuelles, et évidemment, on va pouvoir vous suivre dans le futur grâce à votre blog. Donc, il suffit de taper Dominique Turc sur Google et on trouve ce magnifique blog. Le blog est sur boostzone.fr. Voilà, boostzone.fr. Merci.